Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Pour ces 2 heures de direct et place en toute tranquillité à vos intranquillités. Vous êtes nombreux à me questionner sur le fait de savoir s'il est normal de ressentir autant d'émotions, normal d'être joyeux un jour et si triste le lendemain. Comme l'angoisse et l'anxiété, les moments de déprime sont constitutifs de l'être humain, sans parfois savoir vraiment pourquoi nos humeurs changent comme le temps qu'il fait. Il faut faire confiance à l'humeur vagabonde, celle qui navigue entre les extrêmes. Les pierres, tout comme les morts, ignorent les humeurs, écrit Jean-Bertrand Pontalis dans Marée haute, marée basse. Et il précise plus loin, marée basse, marée haute, cette alternance est à l'image de ma vie, de toute vie peut-être. Il ne me déplaît de connaître les plaisirs minuscules comme offre la marée basse pour éprouver quelques heures plus tard les plaisirs majuscules que me procure la marée haute. La vie s'éloigne, mais elle revient. Si nous évitons cette fragilité qui consiste à vivre des moments de spleen et de tristesse, nous nous empêchons d'élaborer la perte de ce que nous aimons ou avons aimé. Nous cherchons alors à y échapper par le biais d'autres conduites, de l'hyperactivité à la joie forcée, de l'organisation tous azimuts jusqu'à l'épuisement psychique. L'effondrement qui survient alors au moment d'un événement comme le décès d'un proche, un divorce ou un licenciement aura des conséquences autrement plus dramatiques, se soldant par une sévère dépression. Il faut déposer les armes, renoncer à la bagarre et s'ouvrir pour les accueillir avec délicatesse, les saluer en les interrogeant sur ce qu'elles sont venues nous apporter. Il s'agit d'accepter la richesse, de ne pas être complet, de ne pas tout savoir ni tout maîtriser, de laisser la place à des surprises, des cadeaux de la vie, ceux que l'on n'attendait plus. Alors bienvenue dans ce cadre tranquille que vous offre cette émission où vous pouvez y venir avec d'autres, partager vos intranquillités. Quentin et Corentin vous accueillent tout tranquillement au 3921 et c'est Andreas Papazian, très tranquille aussi, qui réalise cette émission. Moi, je vous aide au micro à trouver votre chemin 3921. Je vous écoute et je vous réponds. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Merci pour toutes vos introductions pour quand je vous ai pas au téléphone qui me font entendre bien. Merci. Et qui donnent tant de pistes. Celle de ce soir me correspond bien aussi, je crois, comme toutes. Donc voilà, entre les marées hautes et les marées basses, je crois que j'accueille les émotions, mais je sais pas les lire. Oui. C'est-à-dire c'est-à-dire que quand je suis dans la marée basse, je m'y complais un peu. Ouais. Et j'en trouve pas forcément la porte de sortie. Donc en fait, voilà, ces dernières années, là j'ai 34 ans, et je sais que vous aimez bien les images. Alors effectivement, après une jeunesse, on va dire, assez tourmentée, sans relation stable, j'ai la vie qui m'a offert jusque-là 2 cadeaux avec une première montgolfière qui m'a élevée dans le ciel. Et ça a été la rencontre du papa de mes enfants. Donc voilà, j'ai eu à 26 ans un premier enfant accueilli, souhaité inconsciemment et voilà, et qui est arrivé parce que voilà, j'avais une opération, j'avais arrêté la pilule et voilà, bon bref. Et puis plus tard, 3 ans plus tard, un deuxième enfant, souhaité, voulu, planifié presque, hein, donc c'était presque moins charmant. Et puis 5 ans plus tard, du jour au lendemain, j'ai pris une deuxième montgolfière avec quelqu'un que je vais appeler Arnaud. Que j'ai côtoyé dans mon travail pendant toutes ces années de construction dans la première montgolfière en fait. Et il m'a pris la main et puis voilà, un amour passionnel est né.
Donc c'était oui, ça a été la passion dans tous ses états en fait, parce que j'ai trouvé un homme, j'ai trouvé un amant, j'ai trouvé un confident, enfin bon. Voilà. La seule chose, le seul point noir pour moi, c'est que du jour au lendemain, je quittais mes enfants, je quittais ce que j'avais construit. J'ai dû, j'ai pris une location, etc. Et ça se passe très bien avec le papa de mes enfants, c'est-à-dire qu'il m'en a pas voulu en fait. Où il est passé outre et donc du coup on est en garde alternée. Je vois mes enfants la moitié de la semaine et un week-end sur 2. Mais ça, même si ça s'est passé bien de ce côté-là, je suis pas arrivée à construire avec Arnaud et j'ai été prise de culpabilité et il y a la différence d'âge entre nous aussi qui a fait que je lui disais tout le temps que j'arrivais pas à me projeter, que voilà, j'ai fait une dépression, En fait, après ça s'est cumulé de toute façon dès que le tableau a commencé à se noircir, il s'est noirci côté boulot, côté tout en fait, parce que la machine des pensées était trop forte. Oui. Et pourtant, il y avait cet amour entre nous. Mais qui n'avait pas la même forme que le premier. Que le premier. Hein. Ouais, parce que vous avez dit quelque chose de très beau, de très touchant. Quand vous dites on n'a pas réussi à construire. En fait, le premier amour, vous arriviez à construire, mais pas le second. Mais trop le premier incandescent. amour, c'était pas plus froid, c'est pas ce que je veux dire, mais plus réfléchi. Peut-être plus tranquille, tout simplement. Voilà, la première moins de passion, moins de fusion. Oui, c'est sûr. Plus d'interdépendance, alors que dans le deuxième, peut-être plus de fusion, plus de dépendance. Mais on était assez fusionnels dans le premier aussi, c'est-à-dire qu'on s'écoute, quoi. Du moment qu'on a eu notre premier enfant, on n'a plus besoin de l'extérieur, quoi. Moi, j'ai pas entretenu des relations amicales ou voilà. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que vous êtes tombée amoureuse? Comment ça se fait que dans ce couple qui avait l'air plutôt, j'allais dire, bien parti ou bien assorti, vous êtes si rapidement tombée amoureuse donc de cet Arnaud? Qu'est-ce qui a manqué dans ce couple? Sans doute le côté incandescent, justement, hein, le côté flamme, le feu. Non, en fait, j'avais déjà commencé à consulter. Je l'ai quitté au mois de juin. Oui. Et j'avais commencé à consulter un psychiatre au mois de décembre. Donc c'est que je me sentais pas bien, en fait. Il me manquait de la communication, il me manquait de la compréhension, en fait. D'accord, et voilà. J'étais trop compliquée pour lui. Il voulait des choses plus simples, en fait. Oui, vous étiez pas bien assortie sur ce plan-là, ce plan de personnalité, quasiment, d'émotion. Il comprenait pas mes émotions. Oui, vous parliez pas tout à fait la même langue. Elles étaient trop disproportionnées par rapport à pour lui. Voilà, il voyait pas ce que je voyais de problématique. Pour lui, c'était pas problème. C'était pas grave, ça pouvait se solutionner. Donc vous vous sentiez pas très écoutée, du coup. Non, parce que j'essayais d'en retenir le maximum. Et quand ça sortait, forcément, il me reprochait d'avoir des reproches ou d'être agressive. Ou ça sortait pas au bon moment, parce que moi, forcément, ça sortait, le soir, quand on va se coucher. Et il me reprochait tout le temps que c'était pas le moment, quoi, pour parler. Parce qu'il était fatigué. Il m'écoutait, mais qu'après, en fait, je lui mettais une tension qu'il allait mal dormir, en fait. Et je me sentais coupable de... moi, je me sentais mieux, parce que j'avais lâché. Mais lui, après, il me disait qu'il allait pas endormir, quoi. En fait, il savait pas quoi en faire. Et on s'était pas forcément compris, en fait. Et avec le second, pourquoi alors, donc ça s'est arrêté, c'est ça, avec Arnaud? J'ai pris la fuite. J'ai pris la fuite et c'est lui qui a rompu par téléphone, en fait, du coup. J'étais incapable, moi, de rompre. J'ai rompu pendant ces 2 ans et demi 2 fois. Puis les 2 fois, pour lui, c'était le drame, en fait. Et je l'ai vu dans... quelqu'un qui perd ses moyens, en fait, qui s'effondre. Et
Mais moi, j'étais effondrée à ce moment-là aussi, donc de toute façon, je me disais que on pouvait pas se soutenir l'un l'autre, quoique moi, je pouvais pas le soutenir puisque j'arrivais pas à me soutenir moi-même. Et là, lui, il est reparti dans une autre histoire très rapidement. Il m'avait dit que de toute façon, ça serait sa façon à lui de passer à autre chose et de m'oublier. Je peux pas dire qu'il m'ait pas averti, etc. En fait, j'avais pas de temps pour lui. Quand j'étais en vacances, il fallait que je voie ma famille. Et il trouvait que vous étiez pas assez disponible pour lui. Que je fuyais, que je fuyais au quotidien, en fait. Il s'en rendait compte. Est-ce que vous fuyez ou est-ce parce que vous dites, voilà, pendant les vacances, c'est un peu normal que vous retrouviez vos enfants. Donc, est-ce que c'est son discours? C'est pas que mes enfants, c'était ma maman, etc., qui vit loin. Mes enfants, mais c'est important tout ça. Oui. Parler de fuite, mais c'est important. J'ai l'impression que vous employez ces mots à lui, que c'est pas les vôtres. Oui, c'est sûr, parce que non, moi je l'ai pas vécu comme ça. Ah bah oui. Moi je l'ai pas vécu comme ça. Moi je sais que j'avais besoin d'oxygène, j'avais besoin de. Oui, et de voir vos proches, ceux que vous aimez, votre maman. Et puis je savais qu'à ce moment-là, en fait, je jouais un rôle essentiel auprès d'elle aussi. Bien sûr, oui. Et que je pouvais pas être accompagnée pour jouer ce rôle-là. Oui, mais c'est un homme qui vous voulait pour lui tout seul. Ouais, mais comment dire, j'ai trouvé auprès de lui des choses que j'ai trouvées auprès de personne d'autre. Oui. Et en fait, aujourd'hui, j'ai fait en sorte de le perdre. Je l'ai perdu, mais je me dis. On n'est jamais tout seul dans une relation, Lucie. J'ai l'impression que vous racontez les histoires en pensant que vous êtes toute seule à décider et à faire et à être, alors qu'on est, on est deux dans une relation. C'est moi qui l'ai perdu, c'est moi qui ai fait. Oui, parce que je fais exploser des bulles qui n'auraient pas explosé sinon. Il peut aussi. Oui, c'est le sentiment que vous avez que tout est votre faute. Vous voyez que oui, mais c'est vous raconter l'histoire comme si tout partait de vous et revenait à vous. Mais il y a l'autre aussi. L'autre qui dit, je t'attends, ou je fais avec, alors que là, vous, comme si, en fait, même les deux hommes, finalement, vous renvoient constamment à vous-même et vous portez, finalement, à chaque fois, dans les deux relations, c'est un peu là, elles se ressemblent, toute la responsabilité des relations. Oui, parce que c'est comme si j'avais su mieux maîtriser peut-être mon spleen ou ma mélancolie et mes émotions. Les choses auraient été différentes. J'aurais continué à profiter des marées hautes si j'avais géré les marées basses toute seule. Pas sûr, parce qu'une marée basse dans un couple, c'est pas une histoire de gérer, mais ça se vit. Ça veut pas dire qu'on vit en même temps la marée basse, mais ça veut dire que quand il y en a un des deux qui est dans sa marée basse, ça se respecte. Et on peut aussi communier dans les marées hautes, et quelquefois on est ensemble dans la marée haute, quelquefois on est ensemble dans la marée basse, et quelquefois on n'est pas raccord. Bon, mais c'est ça aussi un couple qui trace sa route. C'est l'accueil de ce que vit l'autre. Ça s'appelle de l'empathie, et c'est important dans une vie. Aujourd'hui, vous en êtes où alors, Lucie, si vous appelez ce soir? Aujourd'hui, je suis seule. Et je refais des films à l'envers. Je détricote les bobines. Et c'est plus douloureux, quoi. Ouais. Je vois le bonheur en arrière. Comme si ce que vous avez perdu par votre faute. C'est ça l'histoire que vous êtes en train de raconter. J'ai été heureuse, j'avais des bonheurs, parce que j'en avais deux. Et puis finalement, c'est de ma faute si j'ai tout perdu. C'est ça l'histoire. Comme si j'en avais voulu plus, en fait. Oui, comme si vous aviez voulu trop et que vous aviez perdu par votre faute. Oui. Ouais. Et la faute, ce serait quoi? Ce serait d'avoir trop demandé à la vie, trop d'exigences dans ces histoires de couple? La faute, c'est d'avoir un fond mélancolique que je pense pas gérer. Ouais. Pardon. Ouais. Et quand
j'ai une tendance à m'enfermer dans ma bulle. Ouais. Ouais, dans Et c'est ce que je fais là. Et donc, du coup, là, en fait, depuis 6 mois, je me sens bien dans ma grotte. Hein. Mais je sais que la vie, elle est ailleurs. Et ça me fait un peu peur. Oui, de rester enfermé dans la grotte, dans la caverne. Et même de vivre autre chose, parce que j'ai l'impression que ça ne pourra pas atteindre les sommets de ce que j'ai déjà vécu. C'est triste. Oui, je trouve que vous êtes très punitive avec vous-même, Lucie. Parce que il y a aussi j'allais dire une autre perspective, voilà, sur vos histoires d'amour, qui est dans la première de prendre la mesure de la personne que vous êtes ni bien ni mal, c'est-à-dire de son besoin, de son besoin de communiquer, du besoin de cette femme qui a des inquiétudes, des interrogations, qui les confie au moment de se coucher parce que c'est le seul moment où elle se retrouve en tête-à-tête avec son compagnon, mais pour lui c'est pas le bon moment, mais vous choisissez ce moment-là parce que vous en avez gros sur le cœur et puis vous ne trouvez pas dans le couple la modalité pour vous parler parce que finalement c'est jamais vraiment le bon moment, donc il reste ce moment-là qui finalement s'avère... pas besoin, lui. Et lui n'en a pas besoin, exactement. Voilà. Donc là, à ce moment-là, si on s'arrête juste déjà sur cet épisode-là, cette histoire-là, ça dit quoi? Ça dit, Lucie, que vous étiez sans doute avec un homme tout à fait formidable, mais pas le compagnon qui correspondait à votre âme, c'est-à-dire vraiment à ce besoin de communion cœur à cœur, de je peux t'ouvrir mon cœur, est-ce que tu l'accueilles et ouvre-moi le tien et on se parle, voilà votre besoin. Et puis dans l'autre relation, vous avez le sentiment de trouver ça, mais en le trouvant, j'allais dire presque la négociation de ce couple, c'est je le trouve, mais du coup il n'y a plus que ça qui doit exister. Et par ailleurs, vous êtes une maman, la fille de votre maman dont vous souhaitez vous occuper, et que là vous tombez dans, j'allais dire l'inverse, mais la même chose. C'est-à-dire comme si le curseur était passé de l'autre côté, il n'y avait pas assez de communication dans un couple. Là, vous la trouvez, mais elle est dévorante. C'est-à-dire c'est parce que moi, j'ai pas voulu vivre autre chose. J'avais pas le temps de sortir avec lui. J'avais pas le temps d'aller au cinéma. J'avais rien le temps de faire. Et on sait que c'est faux, ça. Mais je ne me suis pas accordée de vivre au présent avec lui. Donc j'avais toujours du boulot, j'avais toujours... Alors vous avez fui ça par culpabilité de la première histoire, parce que vous avez... Oui, parce que j'ai mis une cellule familiale en l'air quand même. Et donc vous êtes interdit. Vous êtes interdite de vivre cette histoire. Il me disait, oui, que je refusais d'être heureuse. Pas d'être heureuse, mais de vivre l'histoire, parce que l'histoire était la conséquence. En tout cas, c'était le pourquoi, comme vous dites, vous aviez rompu avec votre premier mari. Donc vous dites, j'ai mis une cellule familiale en l'air et donc je me punis moi-même. Et donc je ne peux pas être heureuse dans cette histoire-là. C'était délicat de quitter les enfants. Ils partaient chez leur papa et puis moi j'étais censée être dans l'heure toute heureuse de le retrouver. Mais j'avais plus... voilà. C'était... Ça fait presque un bonheur en cachette, quoi. Même si après il a connu mes enfants et il s'entendait très bien avec eux. Mais j'étais tout le temps en train de lui parler du père de mes enfants, quoi. C'est fou. J'ai pas su passer d'une histoire à l'autre, en fait. C'était trop rapide. Ouais. Et donc aujourd'hui, je suis plus ou moins à lui courir après. C'est-à-dire que là, lui, il a rencontré quelqu'un d'autre cet été. Ouais. Et puis j'avais pas de nouvelles. Et puis moi, j'ai changé de travail, quoi, de lieu de travail. Donc je voulais aussi prendre, parce que ça avait été compliqué dans mon travail dernièrement, je voulais en fait, quand je suis partie cet été, j'avais besoin d'air, j'avais besoin de me dire qu'à la rentrée, tout serait différent et je serais mieux dans mon travail, etc. Et donc, lui, il a rencontré quelqu'un, parce qu'il me sentait très, très distante et tout ça, quoi. C'était sa façon de me dire au revoir. Et au mois de décembre, en fait, il a 2 enfants et son deuxième enfant a eu un accident tragique, mais heureusement, il s'en remet.
il est tombé d'un toit et pour aller chercher un ballon, voilà, à 15 ans. Et du coup, j'ai été au courant de l'accident de son fils parce qu'il a envoyé un mail aux collègues de travail. Et à partir de là, effectivement, je lui demande des nouvelles de son fils. Donc là, je sais que et comme ces derniers temps, ça va mieux, quoi. On lui a enlevé les plâtres, il a encore une opération, mais voilà. À chaque fois que je lui écris, je revis des émotions très très fortes en fait. Et qui me ramène à lui totalement, entièrement, enfin bon voilà. Et j'arrive pas à accepter de l'avoir perdu complètement. C'est-à-dire que je suis heureuse qu'il vive autre chose aujourd'hui parce que je suis pas sûre qu'aujourd'hui j'ai tellement changé que ça. Et en même temps, j'accepte pas d'avoir tout perdu en fait. D'avoir perdu la complicité, d'avoir tout perdu. Ouais. Et lui me dit que si on se revoyait, ça serait mettre une machine en route qui a déjà fait plein de mal à plein de personnes et que... Oui, je trouve, Lucie, que dans l'histoire que vous me racontez, il n'y a pas beaucoup d'accueil, de patience. Il y a peu d'amour, en fait. Il a été patient 2 ans et demi, quand même. Mais c'est pas une histoire quand je dis de patience... dans le temps, le fait d'attendre, de patience, c'est-à-dire de termes d'accueil. Vous sortez en fait d'une histoire de couple, d'un mari, des enfants. Et lui aussi, d'ailleurs, il avait des enfants aussi. Oui, mais plus grand, de 15 et 18 ans. Donc, il était donc plus âgé, c'est ça la différence d'âge? Il a 16 ans de différence d'âge avec moi. Donc, en fait, Lui, il aspirait à quelque chose à construire, quand vous étiez dans la perte et en train de déconstruire, donc pas sur le même rythme. C'est ça. En même temps, Lucie, encore une fois, je maintiens ce que je vous disais, c'est ce sentiment que vous avez d'être responsable de tout, qui est pas entièrement juste, et surtout de penser que vous auriez pu faire autrement et être autrement. On peut pas être autrement. C'est-à-dire que si vous avez été la femme que vous avez été pendant ces 2 ans, c'est qu'à la fois, il y avait quelque chose de pas évident pour vous, voilà, dans cette histoire, puisque vous ne trouviez pas la place. Donc il y avait quelque chose de pas si évident. Peut-être, vous avez raison, d'une culpabilité par rapport à votre famille. Mais en tout cas, c'est vrai, vous n'avez pas fait de place. Alors, c'est pas le fait de se dire oui, j'aurais dû, parce que si j'avais fait, parce que vous êtes en train, comme vous dites, je raconte l'histoire, je redétricote le scénario. Mais si vous l'avez pas fait cette place-là, c'est que vous n'étiez pas en capacité de faire cette place-là. J'ai essayé, ça c'est sûr, ça je le comprends bien. Oui, vous le dites souvent, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est à ce moment-là. À ce moment-là. Et effectivement, j'étais pas capable d'autre chose. Mais le fait d'être seule, forcément, on évolue aussi. Quand on redétricote, on se dit et si, et peut-être que, et voilà. Et ce qui me semblait impossible il y a 6 mois me semble possible aujourd'hui. Et du coup, je lui ai écrit que oui. Oui. Oui, mais là, forcément, je suis face à un mur. Il est parti dans une autre histoire. Il est parti dans une autre histoire. Il est parti, lui. Et puis, je crois que je suis allée au bout de... il est allé au bout aussi de ce qu'il pouvait croire, en fait. Qu'est-ce que vous comprenez sur vous, de tout ce que vous avez vécu, c'est-à-dire de vos besoins, de ce qui a manqué, des besoins de ce qu'il y a à construire maintenant pour vous? Le problème, c'est ça, c'est que je me sens, en fait, je me dis que je suis pas assez solide pour. C'est pas une histoire de solidité de construire un couple avec quelqu'un. C'est parce que la vulnérabilité, la fragilité, c'est. Je me sens comme très très égoïste, enfermée dans mes souffrances et pas arriver à. Ouais. Pas arriver à donner en fait, ou pas arriver à être et ça, à comprendre l'autre, tellement j'ai du mal à. Avec vous-même. Oui. Ouais. Donc pas réceptif finalement à l'amour de l'autre. C'est pas que vous n'arrivez pas, parce que vous avez une façon de parler de vous avec des mots très durs. Mais je le refuse, l'amour de l'autre, un petit peu, quelque part. Peut-être parce que vous refusez de vous aimer vous-même. Aussi, c'est sûr. Mais bien sûr, parce que c'est quand on ne se sent pas digne d'amour,
Voilà, on ne reçoit pas l'amour de l'autre. Lucie, vous voyez quelqu'un, vous consultez? Oui, depuis longtemps, mais c'est fou parce que dans votre introduction, vous avez parlé du beau temps. Oui. Et je me revois, voilà, c'est une des premières choses qu'il m'a dit, que voilà, qu'il fallait que j'accueille effectivement que on est en Bretagne, il fait pas toujours beau et il fallait profiter des instants de soleil, mais ça, même si cette phrase elle reste en moi, voilà, j'ai du mal quand même à accepter, cette mélancolie que j'ai en moi. Je me dis, donc, si je dois faire avec toute la vie, ça va être long quand même. Non, vous n'aurez pas à faire avec toute la vie, parce que la mélancolie, elle raconte une partie de vous. En plus, vous êtes encore très jeune, 34 ans. Vous savez, à 34 ans, on est encore dans le début du début, c'est-à-dire, j'allais dire, dans la montée en puissance, dans la construction. On sort quand même de toute la période de la jeunesse, qui n'est pas une période du tout facile. Parce qu'on n'est Moi, j'ai l'impression de la descente plutôt que de la montée en puissance. Non, on n'est pas assis sur un socle très, très, très important. Vous êtes encore à un âge avec énormément de questions, avec peu d'acquis, j'allais dire, sur le plan humain, de l'expérience humaine. Donc voilà, il faut un chemin. La mélancolie, elle signale quoi? Elle signale que vous êtes un peu appelé, qu'il y a quelque chose de plus grand que vous qui vous appelle à comprendre. Ça vous rend mélancolique parce que il y a comme un idéal, voilà, un idéal qui ne s'incarne pas. Et alors, effectivement, 34 ans, vous êtes dans l'âge un peu des désillusions. Voilà, c'est pas gai, mais il y a eu toutes ces illusions de la prime jeunesse, et puis là, vous faites 2 premières grandes expériences qui vous font perdre des illusions. Mais ça ne dit pas que vous êtes inapte, parce que c'est là la conclusion que vous tirez, je trouve, un peu rapidement. Mais non, parce qu'avant les 2 histoires, il y en a quand même eu pas mal. Ouais. Parce que j'ai toujours été un petit peu... Corentin me disait impatiente et moi je disais pressée. Mais c'est que vous cherchez quelqu'un qui va vous révéler à vous-même, Lucie, et vous cherchez... Mais vous cherchez à l'extérieur de vous la réponse et la révélation. Et que là où vous n'êtes, on va dire, pas patiente, si on prend ce mot-là, et c'est pas une histoire de patience, c'est trop tourner à l'extérieur, à être dans la quête d'un objet extérieur qui va vous remplir, au lieu d'être dans la quête du sujet de vous-même, c'est-à-dire l'être que vous êtes. Et donc vous avez à vous rencontrer. J'ai l'impression d'écouter mes tripes, d'agir avec... mais ça n'a pas de rapport, ça. Ouais. Maintenant, écouter et réagir avec vos tripes, c'est sur le plan, comme vous dites, émotionnel. Les émotions sont bien là et elles vous guident. Et donc, vous êtes en surréaction. Oui, mais vous par réagissez. Contre, j'arrive pas à mettre du sens, quoi. Oui, mais quand on réagit, Lucie, on n'agit pas. Réagir, c'est qu'on agit en fonction de quelque chose. Donc, de l'extérieur. C'est pas de l'action, la réaction. Ouais, la réaction... Ça va me servir parce que je suis en réaction, mais pour oui, c'est ce que j'entends. Voilà. Et dans votre histoire, et tout est en vous êtes en mode réaction et pas en mode action. Le mode action, il puise à l'intérieur et il va de l'intérieur vers l'extérieur. Ouais, et le mode réaction, il est dans l'autre sens. Oui, mais le mode action, c'est se projeter, mais ça, je n'y arrive pas. Ça, c'est clair que j'y arrive pas. C'est se projeter, non, c'est pas se projeter, non. C'est projeter une action, c'est la pensée avant de la... C'est pas ça. Ah, c'est clarifier une intention vraiment avec son désir à l'intérieur de soi, puis après la mettre en action. Ouais, pas forcément projeter, on n'a pas toujours, on ne sait pas toujours très bien où on va, mais on sent quelque chose qui nous guide. Et donc, c'est aller chercher à l'intérieur de vous quelque chose de fort qui est là et qui crée aujourd'hui votre mélancolie. Parce que la mélancolie, elle vous étreint, elle vous empoigne aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui n'est pas du tout écouté et qui pleure. Ah oui, ça c'est sûr. Et oui, ça c'est sûr. Et qui demande à l'extérieur, mais écoutez-moi, là comme là, par exemple à la radio, avec les hommes que vous avez croisés. Et on sent que l'écoute ne vous apaise pas. Parce que c'est à vous d'accueillir une écoute de vous-même. Et c'est là où sans doute, même sûrement, le travail en thérapie va vous aider à avoir un lieu, justement, je disais, de tranquillité. La thérapie est un lieu formidable pour ça, où c'est un cadre tranquille pour l'intranquillité. Et là, vous allez trouver un lieu pour vous rencontrer. Pour pleurer, oui.
Mais pas seulement, Non, je sais. Hein, pour Mais élaborer c'est souvent quelque le cas. chose, pour construire, pour agir justement, pour trouver le sens de l'action et pas de la réaction. Mais je vous souhaite bon courage, Merci Lucie, beaucoup. et un peu plus de Merci douceur beaucoup. avec vous surtout. Merci, Parce que la merci réaction beaucoup. vous fait devenir un peu dur, je trouve. Je vous remercie beaucoup. Je vous Bon souhaite une courage. belle soirée. Oui, moi aussi. Au revoir. Au revoir. Merci, Lucie. au revoir. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Bonsoir Maxime. Maxime? Allô? Oui, bonsoir Maxime, vous êtes à l'antenne. Bonsoir Sophie. Je vous remercie de m'accorder un temps de parole sur votre antenne. Bienvenue, oui. Alors voilà, écoutez, je vais commencer dans le vif du sujet. J'ai rompu avec ma psychothérapeute. Au bout de au bout de 15 ans de travail ensemble, mais vraiment qui a été hyper fructueux, quoi. C'est j'ai rompu ou on a décidé ensemble d'arrêter? C'est vous qui avez décidé? Ouais, ah oui. J'ai rompu. Ah oui, c'est pas elle qui vous a dit il serait temps de. Non, d'accord. Non, voilà. Et c'est un peu autour de ça que va porter mon témoignage. Oui. En fait, alors en 15 ans, il s'est passé bien des choses. Non. D'abord, je vais vous expliquer comment s'est passée donc la dernière séance. J'étais très en colère, en fait. Non seulement, alors pas forcément contre elle, mais contre tous les soignants qui ont aidé à ma guérison dans ma pathologie. Et je crois que, elle a été le bouc émissaire de tout n'avait pas par rapport à tout ce que j'ai pu subir, entre guillemets, enfin, les médecins qui, à mon sens, ne s'y prenaient pas bien avec moi, enfin, à mon sens, ils ne proposaient pas les bons traitements. Enfin, on entend, pardonnez-moi oui Maxime, on vous entend pas très bien parce que vous devez pas être complètement dans l'axe du combiné. Alors par moment on vous perd. Comme ça, c'est mieux? Oui, super. Ah oui, formidable, merci. Je bouge plus. Donc voilà. Et alors du coup, alors je me sentais m'emporter, mais enfin elle a l'habitude de ça. Je disais voilà, il y en a marre des traitements, et puis j'ai envie d'envoyer tout valdinguer, et puis de toute façon celui-là c'était un pauvre bip, et lui pareil, et à tel endroit ça s'est passé mal, et puis je vous fais plus confiance à tous, c'est votre corporation, et là. Bon, alors elle a encaissé, et puis à la fin de la séance, elle me dit bon, alors on fait quoi maintenant? Et j'ai répondu, mais comme dans une rupture amoureuse, je crois qu'on va faire une pause. Un break, ouais. Et c'est venu vraiment spontanément. Et alors du coup, d'habitude, bon, je lui dis au revoir très cordialement, enfin normal, quoi. Et là, c'était ciao, quoi. C'était mais vraiment comme si j'avais fait mes bagages et que j'allais quitter le foyer conjugal. C'était assez troublant, mais en même temps, alors du coup, j'étais partagée entre deux sentiments quand je quittais le cabinet. Bon, alors déjà un peu la honte parce que quand même c'était gonflé de ma part, et puis une sorte de soulagement quand même, ouf, ça y est, je l'ai fait, quoi. Et avec aussi le gros doute, est-ce que j'ai bien fait? Et ça, bon, alors ça m'a trotté dans la tête. Et puis, sur le coup, je n'ai pas osé en parler à mon conjoint. Parce que bien souvent, il veut savoir juste, je lui raconte jamais ce que je dis quand je suis en séance, mais bien souvent, il veut savoir juste si ça s'est bien passé et tout. Et là, j'ai même pas voulu lui dire, je suis presque partie en claquant la porte, même si c'était pas le cas, mais j'ai pas voulu lui dire. Et, mais bon, je renumais quand même. Et le lendemain, je lui ai dit, écoute, voilà, je crois que je vais plus aller la voir. Alors, il a été un peu interloqué. Et puis en fait, il a compris, quoi. En discutant avec lui, je crois qu'il a compris qu'effectivement, on a vachement travaillé ensemble, lui et moi, par rapport à 15 années, vraiment de grosses galères par rapport à ma pathologie. Et je crois que lui aussi, il a compris que, ouais, il y a un moment, stop, il faut aussi se faire confiance à soi-même et hop, passer, je sais pas, passer un cap au-dessus, sauter une barrière et puis se dire, je suis peut-être assez grande peut-être pour me débrouiller toute seule, quoi. Oui.
Et c'est dur à admettre. Eh ben, j'ai mis le temps qu'il fallait, mais je crois, mais j'en suis pas sûre, et je pense qu'on n'en est jamais sûr. Je crois que j'y arrive à peu près. C'est normal que vous n'en soyez pas sûr au début d'un processus nouveau. Ouais. Vous démarrez quelque chose de neuf dans votre vie, donc vous pouvez pas être sûr. En revanche, cette histoire de colère, quel sens vous lui donnez? Quelle est la signification pour vous de cette colère envers les soignants, envers elle, de l'aspect bouc émissaire? Est-ce que vous aviez besoin de passer par la colère pour pouvoir la quitter, sinon ça aurait été trop dur? Ah mais oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense qu'il y a toutes sortes de raisons, parce que c'est aussi, alors en colère contre moi, hein, ça c'est évident, parce que j'ai beaucoup culpabilisé sur tout le mal que j'ai pu faire à mon noyau dur, comme je dis, quoi, mon mari, mes enfants, mes frères et sœurs. Après le reste de la planète, je m'en fiche un peu, mais voilà, eux en tout cas, j'ai beaucoup culpabilisé, donc forcément il y a une colère contre moi. Maintenant, en colère aussi contre tous les soignants, et Dieu sait qu'ils se sont penchés sur mon chevet, mais le nombre de personnes que j'ai pu mobiliser, enfin, de mon point de vue, après, bon, d'aucuns diront c'est leur métier, et là quand même, enfin bon. Et voilà, et en colère contre ceux qui n'ont pas su faire, quoi, ceux qui n'ont pas compris, ceux qui n'étaient pas dans mon mode de communication à moi. Ceux qui m'ont, alors voilà, comme je disais à ma psy, pour moi il y a deux écoles. Il y a l'école de ceux qui n'écoutent pas le patient et qui pensent avoir la science infuse et être le médecin et donc savoir mieux que le patient. Et l'autre école, c'est du donnant-donnant. C'est on travaille en collaboration avec le patient. Et moi, c'est ça qui avec l'âge, me convient, quoi. Puis on s'imprègne, quoi, des termes médicaux. Malheureusement, on commence à connaître trop de choses. Et c'est juste. On baigne un peu, et ça non plus, c'est pas la vraie vie, quoi. Non. Et donc, tout ça, c'était plein de colère comme ça et comme c'est, je pense, non seulement dû à la pathologie, mais à l'abandon, mais aussi à mon fort tempérament, fallait aussi que ça pète. Oui, puis j'entends une colère un peu comme... Vous savez, comme l'image qui me vient, je sais pas, mais un grand oiseau qui secoue ses ailes un peu trop lourdes, un peu encombrées pour pouvoir prendre son envol. C'est-à-dire une colère assez saine, d'ailleurs, assez libératrice. Hein. Vous aviez besoin de passer par là. J'espère que c'est ça. C'est ce qui me semble en vous écoutant, avec une véritable opinion, mais dans le sens conviction plutôt, voilà le mot, conviction de quelqu'un comme vous qui a vécu tout un trajet thérapeutique et qui s'est forgé au gré de son expérience une conviction sur le soin, sur les soignants, et c'est ça que vous lui avez dit, mais presque en forme de merci d'ailleurs. C'est ce que j'entends au travers de cette colère envers les autres. La colère n'était pas envers elle, en fait. Ça vous inquiète d'ailleurs non, ça vous inquiète de penser que peut-être la colère... Non, pas du tout. D'accord. Parce que... Je vous coupe, pardon. Il y a d'autres fois où on a abordé tellement de choses avec elle et elle me manquera, mais du côté humain, quoi. La personne, elle est formidable. Enfin bon, bref. Et bien des fois, je lui ai dit, de toute façon, vous exercez un métier où vous servez bien souvent de punching ball, quoi. C'est terrible, que ce soit vous, les infirmiers en psychiatrie, vous en prenez plein les carreaux alors que vous y êtes pour rien. Au contraire, vous êtes là pour nous aider. Mais il faut que ça sorte. Enfin, je sais pas, moi j'ai vécu souvent ces situations-là dans mon parcours long et laborieux vers pas la guérison, parce que il faudra toujours que je sois vigilante. L'alcool est venu se greffer par-dessus toute ce mal-être, cette maladie. Et là, j'ai une vigilance de tous les instants à mettre en place, quoi, parce que ça, c'est quelque chose de terrible, hein, bref. Et voilà, donc il faut... Et est-ce que c'est justement le moment qui est venu de vous prouver à vous-même ce dont vous êtes capable, maintenant que vous l'avez patiemment élaboré, et sorti du tunnel, que vous voulez être dans ce grand bain de la vie pour vous dire, tiens, ça m'intéresse de voir comment je nage maintenant.
C'est ça, c'est vraiment le mot parce que nager c'est vraiment mon truc en plus. Enfin, c'est rigolo. En fait, ce moment-là n'est pas venu par hasard. Quand j'y réfléchis, parce qu'en fait, ça va paraître peut-être rien auprès des auditeurs, mais je suis à presque 4 mois d'abstinence au niveau de l'alcool. Et pour moi, c'est vraiment quand on commence l'abstinence. Pour ceux qui ne sont pas alcooliques, il faut savoir que le temps est très long pour attendre la date pas anniversaire, mais la date du mois suivant pour dire 1 mois, et 2 mois, et 3 mois. Il faut savoir que c'est très très long et que, Et donc il y a eu ça comme élément, sachant que c'était une infirmière dans un centre de soins justement d'addicto qui m'avait dit mais Maxime, si vous êtes alcoolique, c'est parce que vous êtes bipolaire. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai, qu'importe. Mais ces petits mots-là, ils ont fait un petit déclic dans ma tête. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, je suis sortie de ce lieu de soins et puis j'ai commencé à mettre des choses en place, mais beaucoup plus cohérentes que d'habitude. Enfin, je sais pas, j'ai pris bien plus à cœur des activités que je fais dans un centre qui s'appelle un CATTP, un centre d'activité, voilà. Et notamment du théâtre. Alors là, j'ai découvert quelque chose de vraiment fait pour moi. Voilà, je prends beaucoup de plaisir à y aller, du sport avec eux. Enfin, tout ça s'est mis en place. Et puis la décision personnelle, mais que je fais vraiment avec bon cœur, c'est de me dire, faut que je sois fraîche et dispo pour faire les devoirs avec les enfants le soir. Parce que ça, c'est un bonheur aussi, et c'est génial, quoi. Oui. Et des petites choses comme ça, et elles se sont mises en place au fur et à mesure, et en quelques temps, et c'est beaucoup plus cohérent, et du coup, peut-être je laisse un peu plus les choses venir, peut-être, mais en même temps, les plaintes auprès du corps médical, c'est je retrouverai, alors la nostalgie de plus retrouver ces périodes d'euphorie. Ça y est, je les retrouverai plus, quoi. Non, vous allez les retrouver autrement. Parce que vous venez de dire une phrase très importante. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, Maxime. Vous avez dit, c'est beaucoup plus cohérent. Et derrière la cohérence, il y a l'axe, il y a la congruité, il y a quelque chose qui a du sens. Et quand vous parlez des moments d'émotions fortes, de gaieté, d'embrasement, il faut d'abord mettre de la cohérence. Je prends un gros mot, qu'on va mettre avec la cohérence, une forme, j'allais dire, de discipline, mais qui va donner une joie plus riche, parce que plus pleine de sens, parce que là, vous alliez chercher une forme de gaieté et de joie, pas factice, mais en tout cas au travers d'un moyen, une forme, quelque chose d'un peu factice, en tout cas de superficiel, alors que là, le jour où la joie vient, elle vient de loin, elle s'impose à vous. C'est encore nouveau. Encore nouveau et j'ai du mal encore à admettre. Mais bien sûr, parce que c'est un peu nouveau. En tout cas, merci Maxime pour votre témoignage. C'est vrai qu'il y a Sylvain qui dit pour l'alcool, il faut se dire c'est comme petite pierre de petit pousset déjà. C'est ça de gagner, c'est très bien. Besoin de renouer avec elle-même, dit Aliso. C'est une erreur, il n'y a rien de perdu. Elle pourra recommencer autrement. Je pense que vous allez retrouver d'autres choses qui avaient été perdues. Et là, je suis un peu le message d'Aliso. Et puis, il y a Osiris qui dit 15 ans de thérapie, c'était presque un mariage. Et ce soir, une séance de plus, dit Osiris. Mais ça fait une séance pour boucler. Merci Maxime de nous avoir raconté cette expérience, parce qu'effectivement, terminer un long travail sur soi, c'est un petit deuil, c'est une petite perte. Je comprends. Merci de l'avoir partagé. Bonne nuit à vous. Au revoir. Au revoir Maxime. Bonne nuit. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters.
écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct jusqu'à 1h du matin. Une libre antenne qui vous offre un cadre tranquille et un accueil pour y parler de toutes vos intranquillités. Quentin et Corentin sont à l'écoute au 39 21 pour recevoir vos appels et c'est Andreas Papazian qui réalise cette émission. Moi, je vous aide au micro à trouver votre chemin. 39 21, je vous écoute et je vous réponds. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Sarah. Bonsoir Sophie. Merci de m'accueillir ce soir. C'est un réel plaisir de vous écouter avec votre voix apaisante et votre analyse qui est très précieuse pour moi. Ça nous rend plus légères et ça nous permet d'avoir des ressources pour rebondir sur des situations qui malgré qui ne concernent pas, nous touchent quand même. Donc ce soir, je voulais vous parler d'un conflit que j'ai avec mes beaux-parents depuis 7 ans. Oui. On a coupé les ponts suite à l'exigence de mes beaux-parents que je quitte leur domicile. Donc ça a créé une distance que moi j'ai très mal supportée. Et donc la grande question que je me pose ce soir, c'est de savoir si dans ma situation, est-ce que je dois priver mes enfants des grands-parents, en sachant que avant qu'il y ait cette rupture de 7 ans, j'ai vécu 12 ans avec une certaine distance vis-à-vis de mes beaux-parents. Pas de la considération en fait. J'ai beaucoup acheté leur gentillesse. Oui. Et en fait, vous voulez dire que vous avez fait beaucoup d'efforts pour pouvoir être dans l'affection avec eux, c'est ça? Exactement. Oui. Et toutes les fois où j'avais, une espèce d'humiliation, j'en parlais à mon mari. Et mon mari, si vous voulez, ne voulait pas intervenir en m'expliquant que c'était rien, qu'on habitait très loin de chez eux, qu'on venait de temps en temps et que, en fait, ils prenaient ça à la légère en disant ils sont comme ils sont, ne leur en tiens pas rigueur, ils sont comme ça. Oui. Bon, alors j'ai vraiment toutes les fois où on a été chez eux sur les vacances ou sur quelques jours au bord de la mer, j'ai cette pointe au cœur en me disant j'ai pas de soutien de mon mari, c'est ça qui me fait mal. Mais est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui se passe réellement dans cette relation? C'est-à-dire, vous parlez d'humiliation. Est-ce qu'ils ont des propos très durs à votre endroit? Est-ce que tout de suite vous vous êtes pas senti accueilli ou est-ce que c'était plus insidieux? Qu'est-ce que vous comprenez, Moi, je pense que quand j'ai connu mon mari, je me suis dévoilée comme jamais je l'ai fait dans ma vie, parce que on avait quand même une éducation qui était assez stricte, assez respectueuse des valeurs. Et je suis issue d'une famille modeste avec une maman qui est originaire de Pologne. Donc j'ai des origines polonaises. Oui. Et c'est vrai que quand je suis arrivée dans cette famille, je me suis beaucoup dévoilée, c'est-à-dire qu'on m'a posé beaucoup de questions, et la chose qui m'a frappée, il y a beaucoup de choses qui m'ont frappée. On m'a pas considérée, si vous voulez, comme une personne à part entière, juste une pièce rapportée, on va dire. Et ça prenait quelle forme? C'est-à-dire, par exemple, ce qui me vient à l'esprit, on m'a dit encore une Polonaise, alors que moi, je suis née en France. C'est ce que j'expliquais à mes beaux-parents, que j'ai été à l'école française, j'ai fait des études, je me suis fait une situation. Aujourd'hui, on est bien installés, on a une famille, j'ai des enfants. Mes beaux-parents me reprochaient d'avoir tout ce que j'ai à mon âge. Donc, j'ai vu ça comme une jalousie qui était pas justifiée. Oui. Et donc, au jour où j'ai commencé à expliquer à ma belle-mère que si ça l'ennuyait qu'on vienne chez elle, parce que forcément d'accueillir des gens, ça coûte de l'énergie, de l'argent, il faut préparer les repas. Je lui ai dit,
si ça vous ennuie, il est possible qu'on vienne que sur une journée et qu'on en reste là. Oui. Et donc, ça lui a pas plu forcément. C'était. Qu'est-ce qu'elle vous a répondu à ce moment-là? Parce que c'était effectivement une proposition qui tenait compte de la réalité. En fait, mon mari, j'ai pas senti du soutien vis-à-vis de mon mari. Ça m'a fait mal parce que pourtant on avait parlé plusieurs fois que on sentait bien que ça les dérangeait quand on venait sur une longue durée. Et mon beau-père m'a attrapée par l'épaule en me disant tu vas aller t'excuser. Alors que dans ma vie, j'ai jamais manqué de respect à personne. J'ai toujours été honnête, plutôt serviable, parce qu'on nous a appris ça. Enfin, je sais pas, je pense que c'est un tort, mais on nous a toujours demandé d'être tournés vers les autres et anticiper les besoins des autres. Donc on s'est jamais regardé comme une priorité. Et donc je pense que mes beaux-parents l'ont compris comme ça. Donc quand mon beau-père m'a attrapée en me disant tu vas aller t'excuser auprès de ma belle-mère, et mon mari était à côté, m'a pas soutenue, et le soir même, je me sentais pas à ma place. J'ai pas assisté au repas du soir et j'ai pas eu de soutien plus que ça. Mon mari, maintenant, ce qui se passe concrètement, c'est que les années passant, je vois bien que mes enfants, ils sont quand même en demande par rapport à mes beaux-parents, même s'ils sont, voilà. Et vos beaux-parents, vous les sentez assez ouverts avec vos enfants, enfin de bons grands-parents affectueux, ils sont contents quand ils les voient? Les rares fois où j'ai pu les laisser, parce que ça m'arrivait aussi pendant les vacances d'été de leur laisser 15 jours, 3 semaines, elle me reprochait d'appeler mes enfants tous les soirs, alors que pour moi c'était juste oui, mais pour elle c'était un signe de non-confiance en elle. Enfin, c'est comme ça qu'elle a dû l'interpréter. Et quand j'allais récupérer mes enfants, bon, forcément, j'apportais des éléments de chez moi, des choses du jardin à ma mère, enfin voilà. Et puis mon beau-père me disait, mais c'est pas de la nourriture pour les enfants. Enfin, vous voyez, on me faisait comprendre que. Oui, vous sentez pas accepté en fait, vous sentez pas. Et quand et quand j'étais enceinte, bon, j'ai toujours accueilli mes beaux-parents avec beaucoup comment dire, d'attente aussi. Oui, et puis bon, quand ils venaient à la maison, on savait jamais trop quoi faire. On débordait de plein de choses parce qu'il fallait les recevoir comme des rois. Et j'ai jamais senti de leur part le même accueil. Et quand j'étais enceinte, un jour, j'ai fait la réflexion à mon mari en lui disant, bah écoute, tu peux nous aider à débarrasser la table. Et mon beau-père me dit, mais ici, il est chez lui. Et j'ai du mal. Et aujourd'hui, vous dites que les enfants, en fait, les réclament de. En fait, c'est un concours de circonstances, on va dire, parce que il y a eu un décès dans la famille, et puis j'ai senti un regard fuyant de toute la famille du côté de mon mari, me concernant, alors que ces gens-là me connaissent pas, me jugent que par rapport à ce que mes beaux-parents peuvent dire, parce que bon, j'ai pas plus de contact, donc mon mari a eu un retour positif vis-à-vis de sa famille, mais moi j'ai été écartée. Donc ça m'a porté au cœur un petit peu, mais j'ai relevé la tête en disant mes enfants sont là, et mes beaux-parents, je pensais que mes beaux-parents allaient regarder mes enfants avec un visage apaisé ou un petit regard. En fait, ils ont pas. Mes enfants aussi attendaient ça parce qu'ils savaient que de mon côté j'étais assez fermée. Oui, il y a une blessure. Donc, et de là, j'ai dit à mon mari, il est temps que tu règles tes problèmes avec tes parents. Et lui, qu'est-ce qu'il en dit à ce moment-là? Il a eu beaucoup de mal. Et donc, il a su, au bout de 7 ans, il a su, au bout de 7 ans, décrocher le téléphone avec beaucoup de diplomatie, bien sûr, pour leur dire qu'on est une famille, qu'on est 4, et que le fait qu'ils nous aient, qu'ils m'ont demandé de partir de chez eux, ça a influencé toute la famille, pas simplement que moi. Bien sûr, oui. Donc, et ça, ils l'ont pas entendu, non. En fait, eux, ils ont toujours dit que c'était pas dans ce contexte-là que j'avais pris la porte.
et que on était les bienvenus. Donc j'ai un peu de mal à le comprendre. Et en fait, ce qui se passe concrètement, c'est que mon mari n'ose pas vis-à-vis de ses parents se positionner. Il reste à l'enfant de ses parents, en fait. Oui, ce qui est souvent le cas, Sarah, hein, c'est délicat parce que il est en porte-à-faux entre sa femme qu'il aime et ses parents avec lesquels il souhaite que ça se passe bien aussi. C'est peut-être pour lui très compliqué d'affronter des parents qui sont pas très compréhensifs ou accueillants envers la femme qu'il a choisie. Donc lui aussi, il essaye, soit de pas voir, soit d'arranger les choses, en tout cas à sa façon. Ce qui me semble dans votre histoire, Sarah, c'est que vous avez beaucoup attendu de cette famille-là et fait énormément d'efforts, voire trop d'efforts pour vous faire accepter. Et en faisant ça, vous avez créé de votre part une situation que vous deviez tous ces efforts pour être accepté, comme si vous aviez validé, alors je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vous dis d'une certaine manière, leur posture un peu fait un peu de défiance envers vous, hein, de non-confiance. Et donc, vous voyez, c'est un espèce de cercle vicieux, c'est que plus vous faites d'efforts pour être l'épouse que vous êtes, éventuellement la belle-fille, être à l'écoute, prendre sur vous, compréhensif, enfin tous ces efforts que vous menez pour dire mais regardez, je suis pas l'horrible personne que vous pensez que je suis et mes origines, voilà, elles sont ce qu'elles sont, mais elles n'ont rien à voir dans votre façon de voir. Enfin, tous ces efforts que vous menez pour leur montrer autre chose que ce qu'ils voient ne font que les valider parce que d'une certaine manière, le principe c'est si elle fait tant d'efforts, c'est bien qu'elle a quelque chose à se reprocher. Enfin, ils se le disent pas comme ça, mais enfin, ça aboutit à ça. Et donc, sans vous en rendre compte, et c'est pour ça que vous êtes un peu aussi désespéré, c'est que vous avez bien entendu votre bonne foi pour vous, c'est-à-dire toute l'énergie que vous avez mis pour ces efforts pour vous faire accepter, mais plus vous en avez fourni, et moins ils vous ont accueilli. Et il y avait derrière tous ces efforts beaucoup d'attentes. J'ai beaucoup de colère en fait. Maintenant, cette colère, je l'ai pas envers mes beaux-parents puisque moi, si vous voulez, on va dire que la discussion. Alors elle est envers qui, la colère? Envers mon mari. Comme s'il m'avait trahi en fait. Alors ça, c'est dommage que ce soit lui qui prenne. C'est dommage que ce soit lui qui prenne parce que il y a pas. En fait, vous manquez d'alliance de tous les côtés. Alors bien sûr avec vos beaux-parents, mais dans la façon de faire, c'est que vous êtes positionné comme la gentille et puis eux, du coup, les méchants. Puis les rôles se sont ancrés là-dedans et votre mari vous attendait. Là encore, il y a de l'attente, hein, le rôle d'arbitre. Mais en fait, quand je lui en parle, il a conscience. Il m'a dit j'ai conscience, tu as raison. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Il y a des problèmes. Il me dit, tu sais, c'est des gens qui sont... un peu fermés, un peu obtus. Oui, voilà. Et puis, je pense qu'ils vivent dans leur monde. Voilà. C'est déjà une chance que votre mari admette ça. Mais le souci, c'est pas ça. C'est que moi, j'attends de lui qu'il réagisse. Moi, j'attends de lui, ouais. Sarah, vous attendez beaucoup trop. À la fois de vos beaux-parents et de lui. C'est-à-dire que lui... Mais je me sens tellement seule. Je me sens tellement seule dans ce combat. J'ai l'impression que... Oui, mais arrêtez de combattre. Voilà, arrêtez, stop. Arrêtez de combattre. Parce que le problème, il vient de là. Il vient que vous avez senti une forme de guerre, une forme d'attaque. Juste, hein, je le dénie pas du tout, ça. Mais vous vous êtes mis en posture de combat. Et du coup, en vous mettant dans cette posture-là, vous cherchez effectivement du coup de la défense et des alliés. Mais ça renforce la guerre. Arrêtez de combattre et vous allez peut-être voir que le conflit va s'apaiser. C'est-à-dire, je vous dis pas... Attendez, Sarah, je vous dis pas de dire amen à tout. C'est pas ce que je suis en train de vous dire quand je vous dis d'arrêter de combattre. C'est d'arrêter d'être en mode défense permanent qui vous fait combattre et d'attente et de faire les choses en espérant que les choses s'arrangent. Il s'agirait de prendre la mesure que les choses ne s'arrangent pas, qu'elles ne vont peut-être d'ailleurs pas s'arranger, et de faire avec, ce qui va peut-être changer un processus et vous aider à considérer autrement vos beaux-parents et même votre mari. Parce que tant que vous êtes dans cette attente, vous en voulez à la terre entière, mais aussi à vous-même, et la colère ne fait que monter.
Alors là, vous avez en face de vous, plutôt à vos côtés, un mari qui reconnaît la situation, ce qui est déjà, j'ai envie de vous dire, pas si mal, mais surtout qui vous dit aussi, je sais pas faire autrement. Et là, vous dites... C'est ça qui m'ennuie. Ah oui, ça vous ennuie. Ça s'appelle la frustration. Quand on est plein d'attentes, on a beaucoup de mal avec la frustration. Et vous, Sarah, vous avez du mal à être frustrée parce que vous imaginez que le monde devrait être autrement que ce qu'il est. Ce monde-là, en tout cas. J'ai besoin d'un soutien. Mais il est, le soutien. Mais le moral, il est. Il pourrait me dire... cette situation, elle aurait pu se régler depuis longtemps, en fait. Oui, et vous savez, Sarah, qu'en étant dans la posture dans laquelle vous êtes, vous donnez raison à vos beaux-parents et ils risquent de mettre plus de venin. C'est-à-dire que finalement, vos beaux-parents vont gagner la partie. Comme vous êtes partis là, c'est eux qui vont gagner. Parce qu'ils peuvent réussir à vous diviser et à abîmer l'amour que vous portez, votre mari et vous. Et là, c'est vous qui êtes perdante. Parce que vous avez besoin, vous dites j'ai besoin d'être soutenue. Faites alliance avec votre mari. Et ne soyez pas, vous dites j'ai besoin d'être soutenue. Il vous soutient sur le plan, j'allais dire, moral, c'est-à-dire il est d'accord avec vous pour constater que oui, il y a un problème. Et que même si on doit y passer qu'une journée, on n'y passera qu'une journée. Et c'est déjà beaucoup. Maintenant, vous dites oui, mais ça suffit pas. Moi, me sentir soutenue, ce serait qu'il les affronte. Bref, qu'il revête l'armure du guerrier, puisque moi j'ai tenté, j'ai pas réussi, mais lui peut les affronter. Donc vous voulez qu'il y ait une guerre et qu'il monte au conflit. Or, il n'y a aucun intérêt à ça. Parce que tout le monde va être perdant. Lui, vous, les enfants et vos beaux-parents, tout le monde perdra ce conflit-là. Ouais. Et pour instiller de la paix, et notamment dans une famille, c'est ne pas chercher à combattre, c'est-à-dire ne pas chercher à vouloir autre chose que ce qui est. C'est-à-dire à prendre la situation telle qu'elle est, sans pour autant créer de dialogue. Vous avez tenté, vous avez dit, écoutez-moi, si vraiment ça vous ennuie, ce que je vous propose, c'est qu'on vienne la journée. Vous avez presque été tellement carré, tellement franche qu'ils vous en ont voulu, parce qu'ils se sont sentis insultés par votre franchise, parce qu'ils l'ont pas admise. Bon, vous le savez maintenant, et maintenant vous allez agir, ce qui est pas tout à fait la même chose. Et dans l'action, on fait passer aussi énormément de choses, quelquefois même plus que le dialogue. Donc ça va être des actions, des actes. Vous allez dire à votre mari, c'est vous qui allez prendre l'initiative. Tu sais, moi, là, j'ai pas tellement envie d'y aller. Si tu veux, tu y vas avec les enfants. Non, mais concrètement, lui non plus, il souhaite pas y aller. Eh vous y allez moins. Non, mais pas du tout. En fait, ça fait 7 ans qu'on ne se côtoie plus. Donc, ça fait 7 ans qu'on a mis... Et si ça se trouve, ils s'en désolent, eux aussi, de leur côté. Mais c'est ce que je leur ai dit. Parce que, concrètement, je leur ai expliqué, par téléphone, bien sûr, qu'ils n'avaient rien à y gagner et que concrètement la vie elle est trop courte et en fait je suis un peu clash, un peu trop direct on va dire dans mes propos, mais je leur ai expliqué qu'on ne vit pas avec son passé et que s'ils avaient besoin de profiter, c'est maintenant, c'est pas à regretter le temps qui est parti. J'en ai parlé un peu aussi. Et comment ils l'ont pris ça? Mal, non? Ils l'ont pris comment? Oui, carrément, parce que parce que ce que ça donne comme sentiment pour eux, c'est que vous leur donnez une leçon. Et vous, ils vous dites quoi? Qu'ils n'ont pas de leçon à recevoir de vous. Vous essayez de changer les choses en étant convaincante. Oui, bien sûr, il y a une part dans ce que vous dites. Le sujet, c'est pas que vous avez raison. Oui, dans l'absolu, voilà, quand on perd son temps dans les conflits, tout ça, bien sûr, c'est vrai. Voilà, c'est vrai, dans l'absolu c'est vrai, mais dans la situation, d'être dans cette vérité-là n'aide pas parce qu'elle est placée sous le signe de quelqu'un qui cherche à détenir la vérité sur une situation et comme il y a un débat qui est en jeu, eux ne veulent pas que vous imposiez votre vérité. Donc, même si votre vérité pouvait avoir des accents de justesse, et en l'occurrence elle en a, ils peuvent pas l'accepter. Donc, le sujet n'est pas à cet endroit-là où vous le mettez. Même si, dans le fond, c'est... je sais pas si vous me comprenez. Dans le fond, bien sûr que c'est juste. Je suis pas en train de vous dire que vous raisonnez pas dans le bon sens. Mais dans la façon de vous y prendre, on va dire, c'est pas forcément très diplomate. Parce que vous essayez de rallier à votre cause sur le plan de la raison pure.
Et on sait ce que c'est que la raison par rapport aux émotions et aux sentiments et à l'inconscient. Vous raisonnez. Alors la raison, elle est juste, mais il n'y a rien qui se met dans l'axe. Alors vous oubliez votre raison. Je dis pas, enfin vous l'oubliez. Elle est là, mais la décision que vous pouvez prendre, c'est je vais être tranquille parce que je sais que tout ce que je dis est juste. Mais tout ça ne dépend pas que de moi. Et je ne peux pas rallier juste par le fait de raisonner simplement, de faire part de mes convictions, d'un discours, le reste de la famille. Donc, par quoi on va remplacer la raison ? Par le cœur. Par du cœur. Il manque du cœur dans toute votre histoire. Il n'y a que le cœur qui peut vous sauver et vous tirer d'affaire. Ces temps-ci, c'est vrai que j'ai du mal on va dire, à faire surface parce que il y a tellement de choses qui remontent. Vous êtes blessée. Que j'ai du mal à être même accueillante vis-à-vis de moi-même. Ah, voilà. Parce que je m'aperçois que j'ai la moindre chose vous blesse. Ouais. Et j'attends trop peut-être des autres et j'attends trop peut-être de mon mari et je vois que on fonctionne pas pareil en fait. Mais autant lui il prend la distance par rapport aux choses et autant moi je prends trop les choses à cœur. Oui, mais ça peut être une richesse, Sarah. C'est pas grave que dans un couple, fort heureusement, on fonctionne pas toujours pareil. Mais en fait, je demande trop en fait. Je suis trop dans l'exigence. Il y a peut-être trop d'attentes, trop d'attentes. Et vous attendez sans doute aussi beaucoup de vous-même, du coup. Même si vos attentes, j'allais dire, ont beaucoup de justesse, sont belles, mais l'attente, c'est l'exigence. Et avec l'exigence, on ne sait pas accueillir les choses qu'on ne maîtrise pas. Avec l'exigence, on tente le contrôle. Et avec le contrôle, on passe en force. Donc après, je me retiens parce que des fois je me retiens en disant respire, va dehors, va prendre l'air, essaye de t'aérer la tête. Et d'ailleurs, je vous écoute souvent et ça m'aide dans ce processus pour me dire c'est toutes les phrases que vous dites, je les retiens ou j'essaye de me dire effectivement c'est une bonne source pour essayer de rebondir et de faire et de passer en douceur, on va dire. Mais c'est vrai que et d'ailleurs on me le reproche. Je sais que mes proches qui ont un parti pris quand même, que ça soit ma mère ou mon frère. Ma mère veut la paix absolue, donc le pardon, voilà. Et mon frère me dit effectivement, et j'ai du mal à l'entendre. J'ai beaucoup de mal à l'entendre. Oui, je comprends parce qu'il y a quelque chose de révolté en vous, qui est très beau d'ailleurs et auquel vous tenez. Et vous avez raison, d'un monde idéal où les gens s'aimeraient, se parleraient gentiment et où tout irait bien. Et ça, c'est plutôt très joli. Simplement, oui, mais cet idéal. Il me le dit et ça me vexe. En me disant tu es trop dure, tu es trop intransigeante, tu es trop dans l'attente, tu es trop... votre mari vous dit ça? Oui. Ah non, pas du tout. Donc, votre frère? Non, mon mari est dans le silence. D'accord. Il dit tu as raison. Mais j'ai dit réagis, il me dit mais j'ai rien à dire, t'as raison. Oui, et vous voyez bien Sarah comme ça vous piège j'aurais tu as voulu raison. qu'il ait un peu d'entrain et qu'il me dise bon écoute, on règle les choses une bonne fois pour toutes et on passe à autre chose. Et en fait, mais votre raison, le castre le castre. Non, vous êtes frustré, mais lui, il est castré. Ouais. Et le fait que vous ayez raison ne lui donne pas de possibilité de se positionner parce qu'il sait que vous avez raison et ça lui fait baisser les bras parce que l'attente il sent trop de pression. Et comme ça lui met trop de pression, il préfère ne pas agir que de prendre le risque de se tromper avec la pression qu'il ressent. Alors, le sujet, Sarah, c'est pas de vous culpabiliser par rapport à ce que vous êtes. Je suis trop, vous voyez, parce qu'avec l'exigence, du coup, vous retournez. Voilà. Non, puis vous retournez tout ça contre vous. Mais Sarah, ce qui serait aidant, et voilà, j'apprécie quand vous dites que m'écouter ou peut vous aider, mais plus que ça, peut-être vous faire écouter de quelqu'un, d'un thérapeute, d'aller voir quelqu'un qui vous répondra en direct comme on le fait là, parce que vous avez besoin de cheminer
aux côtés de quelqu'un avec toutes les attentes que vous avez besoin, comme le disait Maxime tout à l'heure, elle qui a fait un long bout de chemin avec sa thérapeute, de vous appuyer sur quelqu'un pour calmer toutes ces attentes et pour pouvoir vous accueillir. Parce que si vous avez tant d'attentes et tant d'exigences, c'est que la jeune femme que vous êtes, qui sait qu'elle a plein de belles choses en elle, qui a de la conviction, qui a de la force, qui a du courage, qui a vraiment tellement de richesse, ne sait pas accueillir toute cette richesse. Elle est très en colère avec ça, très en colère. Donc, oh non, j'en ai conscience en fait. Mais oui. Même dans mon quotidien, je veux bien que j'ai cette rigueur. Alors qu'est-ce que vous allez faire pour vous, Sarah, là? J'essaye de m'accueillir comme quelqu'un qui a le droit de se tromper et qui en même temps doit un petit peu mettre de l'eau dans son vin, on va dire. Oui, mais j'essaye et je dois. Ça, c'est pas très humain. Ça, c'est encore la tête, ça. J'essaye, c'est de ne pas y arriver. Quand on essaye, on n'y arrive pas. Et puis je dois, c'est du il faut que. La voie du milieu, pour reprendre un terme oriental, c'est voilà mon désir profond. Voilà qu'est-ce qui se passe quand je touche mon cœur en vous lisant, je mets la main sur le mien. C'est là que ça se passe. Alors, Sarah, moi, ce qui me semble important, et je ne sais pas si vous l'envisagez, c'est voilà de rencontrer, parce que c'est le terme, rencontrer un ou une thérapeute avec lequel vous sentiez en confiance et à qui vous allez pouvoir confier toute votre exigence, tout votre trop plein d'attentes et de voir voilà qu'est-ce que je peux faire de tout ça, qu'est-ce que je vais décider d'en faire pour moi-même, que je pourrais après redonner aux autres. Et je mettrai moins de pression. Parce que comme vous dites, il y a de l'amour dans votre couple, votre mari est là. Non, mais en fait... Et il y a plein de belles choses. On sent la pression, en fait. Je mets la pression à tout le monde. Indirectement. Et à vous, forcément. Et à vous. Par mon comportement. Et à vous. Je sens que... je déborde en fait. Oui, mais tant mieux. Tant mieux, mais faites-en quelque chose d'autre que ce que vous faites. C'est-à-dire que vous dites voilà, il y a plein de choses, il y a un trop plein, ça déborde et du coup je mets la pression. La pression, elle dit quoi? Elle dit que il y a du plein, il y a du plein à un endroit qui a qu'une envie, c'est d'exister ce plein-là. Sauf que comme vous savez pas quoi en faire, ça part un peu partout. Et puis, vous mettez, comme vous dites, la pression. Alors, allez explorer le trop-plein, parce qu'il y a sûrement un grand trésor là-dedans. Et puis, vous allez pouvoir prendre soin du trésor. Mais vraiment. Ouais. Et pardonner, peut-être. Pardonner. Ouais, après. Ou être un peu plus souple avec... Mais Sarah, tout ça sont des mots. Et tout ça, c'est des concepts que vous entendez. Vous dites, voilà, il faudrait que je sois plus souple, que je pardonne, etc. Oui, je ne veux pas vous dire le contraire. Tout est juste dans votre discours. Donc, et c'est pas à cet endroit-là que ça se passe chez vous. Parce que le discours, vous avez tout compris. La leçon, vous savez tout. Vous avez lu tous les bouquins. Comme si vous possédiez tout le manuel là pour faire marcher toute la machine. C'est bon. C'est vrai, je vais vous dire la phrase de votre mari, vous avez raison. Mais voyez à quoi ça vous sert. Pas tant que ça. Donc, ce qui va vous aider maintenant, c'est l'alliance avec le cœur, avec le corps, avec l'esprit, avec votre spiritualité. C'est la rencontre avec d'autres parties que vous, puisque tant mieux, vous avez compris plein de choses. Et tant mieux, oui, vous avez raison sur plein de sujets. Il est temps maintenant de mettre toutes ces jolies choses à votre service, calmement, doucement, dans la rencontre, à votre rythme, comme vous pouvez, et pas il faut que je pardonne, Si vous voulez me parler de pardon au stade, voilà, même avec vos beaux-parents, au stade où vous en êtes pas encore là. Laissez le chemin se faire. Non, mais en fait, moi je me dis, peut-être que le silence, ça serait une bonne thérapie pour moi, parce qu'en fait, mon grand problème, c'est que j'ai du mal à me taire. Mais non, surtout pas, Sarah, vous allez à 180 degrés. J'ai du mal à me taire, alors j'ai trouvé une super idée. Je vais rentrer dans le silence. Bon courage, hein. Bon courage. Là, on en reparle. Ça tient jamais trop longtemps, en fait. Non. En fait, à chaque fois, vous passez en force. Il y a une étincelle qui va passer et je vais la saisir. Oui, Sarah. Vous savez, c'est typiquement la fausse bonne idée. C'est, j'ai une super idée, j'ai trop de choses qui m'agitent, alors je vais partir dans le silence, puis alors là, ça va être génial, je vais tout résoudre. Non, allez parler à quelqu'un qui est là pour vous écouter, dont c'est le métier. Vous avez besoin d'être écouté, Sarah.
Et donc, quand vous allez être écouté, quelque chose va se calmer en vous. Ça va s'apaiser. Alors, ne vous taisez pas, mais allez parler au bon endroit. D'accord ? Ouais. Bon courage, Sarah. Il y a Liso qui vous dit accepter la différence et l'imperfection des autres. Si elle veut leur respect, leur affection, ça se gagne, ça ne s'ordonne pas. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que je suis trop exigeante. Je m'en aperçois même dans mon travail. Oui, arrêtez de vous juger, Sarah, déjà. Ça commence par là. Tellement la pression, je veux tellement que ça soit dans la perfection. Et d'ailleurs, tout ce que je fais, j'essaye de le faire tellement bien. Et d'ailleurs, j'ai tellement de choses à régler, je pense, par rapport à ça et accepter qu'on ne soit pas parfait, quoi. Oui, c'est ça. Ce serait tellement triste si on l'était, vous vous rendez compte ? Non, mais enfin bon, c'est vrai que... mais la société d'aujourd'hui nous y pousse continuellement. C'est vrai que on est avec une éducation, avec tellement de choses que forcément, j'ai l'impression que c'est la normalité. Et en fait, ça ne l'est pas. La normalité de quoi ? Qu'est-ce qui est normal ? De dire qu'il y a de l'exigence ou il y a de la franchise. Mais il en faut, mais de toutes choses. Il faut de la mesure en toutes choses. Et des choses comme ça, moi, ça me paraît tellement évident. Oui, toutes ces choses sont magnifiques. Oui. Et quand, c'est vrai, avec le recul, j'ai conscience que on peut pas partager exiger avec des autres. Non. Ce que nous, on peut avoir comme exigence. Et c'est vrai que quand je mets la pression comme ça sur mon mari pour attendre de lui un soutien ou avoir... C'est que ça ne permet pas à l'autre de grandir surtout. C'est que tant mieux que vous ayez toutes ces valeurs, Sarah. Mais à ce moment-là, faites-en autre chose que ce que vous en faites. C'est au lieu de l'attendre et d'exiger des autres, c'est peut-être de les aider à les mettre en action, ces valeurs-là. Si justement vous sentez qu'ils les ont pas. Mais pour ça, il faut que vous repassiez par vous. Et ce sera plus de l'accompagnement. Vous avez peut-être tout ce qu'il faut pour ça. Ouais. Bon courage à vous, Sarah. Merci de nous avoir appelés. Sophie. Merci. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Oui, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Colette. Sophie. Bonsoir. Eh bien, moi, c'est peut-être pas un gros problème, si vous voulez, mais j'ai perdu mon mari, ça va faire 2 ans au mois d'avril. Je m'en suis occupée pendant 10 ans. Les derniers mois ont été les plus durs parce que il était en fauteuil. J'avais une infirmière le matin et une le soir, bien sûr. Et puis, je suis moi-même handicapée suite à une opération qui a été loupée. C'est-à-dire que j'ai été opérée du hernie discale et le chirurgien m'a coupé les nerfs de releveur du pied. Enfin bref. Et puis je m'en sors pas. Ça fait faire 2 ans et je m'en sors pas. J'arrive pas à oublier. J'arrive pas. C'est long, Colette, un deuil, 2 ans. 2 ans, c'est très court. Oui, sur une échelle humaine. Hein. Toute une vie avec lui, vous êtes resté, oui. C'est ça. Je me suis mariée, j'avais 16 ans. 16 ans. Oui. Et vous avez 77, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que quand mon mari est décédé, ça faisait 58 ans qu'on était mariés. 58 ans que vous étiez mariés. Il est heureux. Oui, vous avez perdu une partie de vous. Oui, une grosse partie. Oui, une grosse partie, bien sûr. C'est terrible, hein, parce que quand vous dites, moi, c'est un petit problème. Alors d'abord, dans cette émission, il n'y a pas de petits, de gros problèmes. Il y a ce qu'on vit. Et à l'aune d'une vie. Hein, oui, mais voilà, vous, c'est votre histoire de vie et c'est juste énorme. Oui, j'ai 4 enfants. Oui. Un qui habite pas loin de chez moi, mais enfin, disons qu'à partir du moment où mon mari a commencé à être malade, je n'ai plus vu mes enfants. Parce que, comme ça, ils avaient peur peut-être que je leur demande quelque chose, ou enfin bref, peu importe. Quand mon mari... Mais il venait plus du tout? Non. Ceux qui habitent à 10 minutes de chez moi, même, je commence à voir mon fils seulement depuis 2-3 mois. Quand j'ai perdu mon mari, ça faisait, je l'éveillais longtemps et il est décédé dans mes bras en fait. Hein. Et excusez-moi, j'arrive pas. Et disons que la belle-fille ne nous m'appréciait pas parce que pas tellement en fait parce que quand mon mari était malade,
elle avait dit à et j'avais du mal à marcher déjà. Elle avait dit à mon fils, elle a qu'à prendre un taxi pour aller faire ses commissions. Bon, enfin c'est pas grave, ça s'est passé. Après mon mari était en fauteuil et je sortais, je le promenais, tout ça. Et puis quand mon mari est décédé, il était dans mes bras et ça a été une joie pour lui parce qu'il a beaucoup souffert. Et je suis restée avec mon mari 3 jours. Il était décédé dans la chambre. Je suis restée 3 jours et 3 nuits avec lui, sans que mes enfants ne bougent. C'était très dur. Mais ils étaient... Il était chez moi. Je me suis toujours occupée de lui. Il n'a jamais été à l'hôpital. Et donc, j'ai été épuisée nerveusement, épuisée de peine aussi, parce que ça me faisait tellement de peine de le voir partir. Et quand à la fin, après, j'ai dit j'ai reconnu après, mais j'ai dit des horreurs sur ma belle-fille. En fait, je me souviens même plus. J'ai dit des vérités et des contre-vérités parce que j'étais épuisée. Ah, oui. Ils ne sont pas rendus compte de ça. Non, en fait. Oui. Après, je me suis excusée, bien sûr, mais elle ne l'a pas accepté. Bien sûr. Vous avez dit que vous en pouviez plus et dans le chagrin et dans. Exactement. Ouais. J'aurais expliqué ça. J'aurais dit, écoutez, excusez-moi, j'en pouvais plus. J'ai dit, c'est vrai que je me souviens même plus lesquels d'ailleurs. Je sais plus, mais dans la douleur, oui. Oui, exactement. C'est vrai, hein, oui. Et donc, donc après je vois plus de toute façon je voyais plus ni mes petits enfants ni mes enfants, je voyais plus personne. À partir du moment où mon mari était malade, c'était terminé, je voyais plus personne parce que ils avaient peur que je leur demande quelque chose. Quand mon mari est décédé, ils m'ont dit tu sais, nous on peut pas t'aider pour l'enterrement, pour la tombe, rien du tout. Mais je leur ai dit de toute façon je vous demande rien. Mais ils étaient quand même à vos côtés. Non. Mais ils étaient là à l'enterrement. Ah oui, à l'enterrement, oui. Ils sont venus, d'ailleurs, les pompes funèbres étaient écœurées parce qu'ils sont venus juste un quart d'heure avant qu'on ferme le cercueil. Vous avez vécu tout ça très seul, en fait. Ouais. Et Colette, alors, peut-être pas par le passé, mais peut-être aujourd'hui, ça pourrait vous aider d'apprendre à demander, parce que j'entends que vous êtes une femme forte qui assure tout, qui porte tout et qui, j'allais dire, veut pas s'abaisser à demander, mais vous avez besoin d'eux et vous dites, ils ont peur que je leur demande, mais en tout cas, vous avez besoin de leur amour, de leur affection, qui soient là pour vous, qui prennent soin de vous. Eh bien, c'est-à-dire que ce qui me sauve depuis 1 an, si vous voulez, c'est que je vais dans un genre de club. Oui. De personnes âgées, en fait, et que je leur apporte ce que j'ai pas pu avoir, c'est-à-dire l'amitié, quelques conseils que je peux connaître, parce qu'on ne connaît pas tout, évidemment. Non. Ouais. Et je les aide, je les soutiens. On va se promener, on va se promener ensemble. Puis comme ça, vous avez l'impression de retrouver quelqu'un dont vous vous occupez, un peu ce que vous avez connu à la fin, avec votre mari. Oui. Et puis mon fils, je le revois depuis, il vient me voir un petit peu, depuis disons 2 bons mois, quoi. Oui. Et ça se passe bien, là? Ça se passe bien, mais je demande des nouvelles de sa femme, de ma belle-fille. Oui. D'accord, je suis un peu hypocrite, mais c'est pas grave. Et ça se passe bien avec mon fils, il aime bien discuter avec moi. Alors ça se passe bien, donc je mets pas d'eau sur le feu. Sur le feu. Vous avez raison, il faut laisser le passer où il est, là, pour le coup. Oui, voilà, exactement. Il est marié, c'est sa famille, c'est sa femme, ses enfants. Je ne veux pas bouger là-dessus. Hein. Et donc, je suis contente comme ça, mais c'est trop dur, j'y arrive plus. Moi. Je veux bien aider les autres et tout. Je fais ce que je peux, je suis aimable. Quand je vais en course, les gens me parlent facilement. Oui, mais il n'y a personne pour s'occuper de vous, c'est ça que vous racontez, Colette. Vous êtes là pour les autres, hein, et vous donnez beaucoup. Mais quand on donne beaucoup, quand on est quelqu'un qui donne beaucoup, il faut savoir aussi prendre soin de soi, parce que comme vous dites, j'en peux plus, j'ai plus de ressources. C'est surtout, c'est mon mari qui me manque. J'arrive pas.
Oui. C'est trop dur. Je lui parle le soir pour me coucher, je lui parle dans la journée, je lui dis qu'est-ce que tu ferais si c'était comme ça. Oui. Je fais que ça. Oui. Vous en avez parlé ça à votre fils, qu'il vous manque, que vous lui parlez? Oui, je sais. Oui. Je sais. Je lui dis, je n'arrive pas à vivre sans ton père. Il dit oui, je sais, mais vous savez que... Et vous savez, en fait, ce qui me mine, c'est que je m'étais dit, quand mon mari partira, je pars avec. Et je n'ai pas eu le courage de le faire. Oui, je comprends. Je voulais être sur sa tombe, et puis me suicider sur sa tombe. Oui. Et j'ai pas eu le courage de le faire. Non, parce que votre place, elle est ici. Vous voyez, c'est pas une histoire de courage. C'est vrai que c'est ce qu'on se raconte quand on est, un couple on a bien sûr envie de partir ensemble. Mais voilà, c'est pas vous qui décidez de ça. Oui, c'est sûr, oui. Ouais. Et où je vais, c'est un peu, si vous voulez, catholique, en fait. Oui. Hein? Oui. Donc, elle me remonte le moral des plus jeunes. Oui. Elle me dit ce qu'il faut. Bon, c'est comme ça. Que c'est pas vous qui décidez, que vous serez appelé un jour comme lui, et que vous voyez aussi tout le bien que vous faites en ce moment. Par contre, il va falloir, et ça c'est important, Colette, trouver aussi des gens autour de vous qui vous fassent du bien. Est-ce que vous avez des amis qui viennent vous voir? Est-ce que des gens viennent vous visiter en dehors de votre fils? Justement, des amis que je me suis faites là-bas. Super. Et elles viennent? Elles viennent chez vous? Oui, elles viennent. Il faut que vous appreniez à demander, Colette. C'est-à-dire que si demain, là c'est le week-end, un dimanche, vous avez vraiment une immense tristesse qui vous envahit, voilà, allez, vous allez appeler une amie, quelqu'un en disant là j'ai vraiment un gros cafard, il me manque, ça va pas, est-ce que tu viendrais pas, est-ce que tu veux venir prendre un thé, je sais pas. Mais ça me paraît vraiment essentiel, Colette, faites-le pour vous. Il faut que vous appreniez, parce que c'est nouveau pour vous, j'imagine, mais que vous appreniez à faire des choses pour vous qui sont vraiment importantes. Et quand vous sentez que ça va pas, que vous broyez trop de noir, que la vie est trop triste, appelez au secours. Appelez au secours. Oui, bien sûr. Ah oui, vous voyez, quand je vous le dis, je sais que ça vous émeut. Vous pouvez pas tout tenir comme ça sur vos épaules. C'est vrai que de faire du bien aux autres, ça fait du bien. Mais à un moment donné, on aimerait bien aussi qu'il y ait des êtres qui soient là pour nous faire du bien aussi à nous, qui s'inquiètent pour vous. Oui, ça c'est autre chose, je crois. Il y a Anne qui demande où vous vivez, elle laisse son numéro pour vous parce qu'elle est très touchée par votre témoignage et qu'elle aimerait discuter avec vous. Dans quelle région vous êtes, Colette? Dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes. Dans les Hautes-Alpes, voilà pour Anne. Mais on vous donnera son numéro. Il y a Valérie qui vous envoie un flot de tendresse. Ah, c'est gentil. Il y a Osiris qui est très touché par votre témoignage. Quelle preuve d'amour. Virginie, une pensée très affectueuse pour Colette. Et puis notre auditrice, j'ai pleuré pendant 1 an après la mort de mon mari. Il a fallu 3 ans pour que le chagrin s'atténue un peu. Courage à vous. C'est gentil, très gentil. Merci beaucoup. Oui. Mais c'est parce que je sais pas, je sais qu'on m'a dit, d'autres personnes que je vois m'ont dit c'est long, c'est sûr que c'est long, mais c'est pas de l'oublier, hein. C'est pas ça, je l'oublierai jamais, parce que je dis, on a eu 58 ans de mariage, mais je sais pas, ça s'allège un petit peu peut-être, je sais pas. C'est que votre vie est très vide parce qu'il remplissait votre temps, vos jours, de façon très prosaïque. Hein. Quand vous dites voilà, vous l'avez vraiment accompagné, il y a eu ces années de maladie, il y a eu des rechutes, il y a eu plein d'épisodes. Il remplissait votre quotidien, c'est-à-dire que vos journées du matin jusqu'au soir étaient rythmées. Il donnait le rythme de votre vie pendant toutes ces dernières années. Donc lui parti, bien sûr, qu'est-ce que je fais de mes journées? Oui. De façon toute simple, hein. Je me rabats sur le ménage, je me rabats. Oui. Dis donc, ça doit être super propre chez vous. Je plaisante, Colette. Je dirais pas ça, mais mais je comprends bien ça. C'est-à-dire que, effectivement, quand on passe des années, à prendre soin, bien sûr, de quelqu'un qu'on aime, mais même de tout simplement se lever le matin, se dire qu'est-ce qu'il va manger au déjeuner, le soir, les courses qu'on va faire, les soins chez le médecin, le passé. Voilà. On imagine tout ce que c'est qu'une journée rythmée par tous ces soins. Et puis, du jour au lendemain, ce quotidien-là, il est vide. Il
Il n'y a rien qui s'impose à vous. Voilà, on n'a plus envie de faire quoi que ça. D'ailleurs, j'ai pris plus de 20 kilos. Ah oui. Et sans manger sans beaucoup. Nourriture, de stress. Yaourt, je ne mange plus aucun féculent, je ne mange pas de viande. Yaourt, des trucs comme ça, quoi. Alors, c'est bon. Oui, ça c'est bien ennuyeux parce que la viande, tout ça, le poisson, c'est des protéines pour vos muscles. Mais oui. Mais j'arrive pas à avaler. Ah oui. Vous avez vu quelqu'un pour vous aider? Vous avez un généraliste qui vous suit ou quelqu'un? J'avais un généraliste que j'ai envoyé bouler au mois de septembre. Ah, pourquoi? Parce qu'il me donnait trop d'antidépresseurs. Oui. Ouais, je comprends. Et ça m'a beau, c'était encore pire. Ouais. Et puis d'ailleurs, je m'étais un peu disputée avec lui parce que quand mon mari était malade, les infirmières que j'avais, qui étaient très 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 bien, lui demandaient que j'ai au moins l'hôpital à domicile parce que mon mari a énormément souffert. Vous savez, il voyait des bêtes noires partout, que je que je chassais. Je lui disais, tu vois, il n'y en a plus, je les chasse, je les chassais sur son lit, je les chassais sur le mur, je suis partout, mais ça a été affreux pour lui. Enfin bref. Et les infirmières disaient à mon médecin, mais que l'hôpital vienne à domicile pour lui faire des calmants ou des choses comme ça. Nous, on s'en occupe pas. Là, j'ai été vraiment aidée par ces infirmières. Elles étaient formidables. Mais le médecin, quand il s'en est occupé, disons. Alors je lui dis, mais faites quelque chose. Oui, mais il va finir, ça va être bientôt. D'accord, mais en attendant, il fallait pas qu'il souffre quand même. Et quand le matin où mon mari est décédé dans mes bras, dans la nuit, mon mari est décédé dans mes bras, j'entends sonner, c'était le médecin avec une infirmière de l'hôpital, de l'hôpital à domicile. Il vient, viens, on vient pour aider votre mari. Je dis, oui, mais il est décédé cette nuit. Maintenant, vous ne pouvez plus faire grand-chose. Il a juste fait le constat du décès, c'est tout. Et c'est drôle parce que, on dit cette expression, c'est stupide. Mon mari, je l'avais toute la nuit dans les bras. Et je vais dire quelque chose un peu drôle si vous voulez, mais j'avais envie de faire pipi. Je suis désolée, mais au bout de la nuit. Et il était en train de râler, mais je pouvais plus attendre. Et je suis allée aux toilettes. Et il a eu son dernier râle juste au moment où j'allais aux toilettes. Il est parti. Et le médecin m'a dit, c'est typique. Les grands malades comme ça. Oui, c'est vrai. Ils attendent que vous absentiez. Bien sûr. Mais ça a été dur parce que j'ai au moins, voilà, il a dans le fond, le pauvre, il a eu quand même son amour qui est revenu. De dire, je vais partir pour le moment où elle n'est pas juste à côté de moi. Mais c'est aussi pour prendre soin de vous. C'est ce qu'on dit souvent. C'est d'abord comme une forme de pudeur, de solitude face à ça. Et puis voilà, pour ne pas encombrer. Peut-être c'était une façon très certainement de prendre soin de vous. Oui, sûrement, oui. Oui, sûrement. Il y a Monica qui dit votre mari continue à veiller sur vous. Il doit être triste à vous voir inconsolable. Je le sens. Hein. Oui, bien sûr. Tout le temps qu'il était malade, j'ai senti avec moi. Tout le temps qu'il a été décédé, je veux dire. Il allumait les lumières bien chez nous. Sûr, oui. Et oui, souvent il reste là. Ouais. Courage à vous, Colette. Votre témoignage est rempli d'amour, comme dit Pépita. Je vous embrasse fort. Moi aussi, merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez le temps. Je vous embrasse. Au revoir, Colette. Merci. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1. On se retrouve, nous, demain à 23h. Passez un bon samedi. Je vous laisse en compagnie de Christophe Ondelat et de ses histoires fantastiques dans Ondelat raconte.